À toutes et à tous. Si ça vous va, on va commencer doucement parce qu'on a Benoît notamment qui doit partir assez rapidement ensuite à 18h, donc pour bien pouvoir en profiter. Bienvenue à cette table ronde qui est le premier temps d'échange. Donc vous avez eu un petit temps dans le parcours là, se nourrir pour apprendre un peu à vous connaître avant. Et là, l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de dessiner les perspectives pour l'accès à une alimentation digne et choisie dans le respect du vivant pour toutes et tous. Et donc, elle vient ouvrir le parcours se nourrir et elle propose de réfléchir à quoi ressemblerait un système alimentaire vivable pour les humains et pour la planète et comment celui-ci pourrait être mis en place. Donc l'idée, c'est qu'on va se redonner un peu des bases, des constats, tout et tout ensemble pour initier ce parcours. Tout d'abord, je vais introduire en citant un militant quart-monde qui dit « Les gens en situation de précarité sont plus touchés. On ne peut pas acheter des produits bio, on achète des fruits pleins de pesticides qui n'ont pas de goût, qui sont tout de suite pourris, mais on n'a pas le choix. On veut manger sain. » Donc peut-être avant de passer la parole aux intervenants, je vais revenir un peu rapidement sur l'historique de cette thématique à ATD Quart-Monde parce que ça fait un moment qu'on parle d'alimentation. Viviane, tu peux en témoigner, on pourra en reparler. Donc déjà, de 2011 à 2014, il y a une étude qui a été réalisée par le réseau Wresinski Santé, donc se nourrir lorsqu'on est pauvre, et qui a mis notamment en lumière la faible maîtrise de leur alimentation par les personnes qui vivent dans la pauvreté, avec notamment des budgets restreints qui réduisent les possibilités de choix et qui induisent le recours à des produits de basse qualité. Aussi la dépendance aux dons et à la distribution alimentaire avec la gêne, voire la honte de ne pas être autonome pour soi et pour sa famille. Et aussi ce qui a été mis en avant, c'est qu'au-delà du rôle nourricier de se nourrir, l'alimentation, elle joue un rôle social de premier plan, et puisque c'est un sujet qui touche aussi à la fois à l'intime et à la société et donc à la dignité. Ensuite, il y a une recherche-action, donc se nourrir dignement et durablement avec 57 € par mois qui a eu lieu. Et dans la suite de cette étude, il y a un projet dont on va reparler beaucoup, Viviane, qui voit le jour en terre de Lorraine, qui est intitulé « Pour retrouver de la dignité dans nos assiettes » et qui va durer aussi pour ATD Quart-Monde de 2016 à 2019. Donc on va en reparler plus longuement. Et en parallèle de ça, à partir des années 2020, on a plusieurs jardins nourriciers partagés qui voient le jour dans des groupes locaux. Je suis sûre que certains et certains d'entre vous pourront en parler le long de ce parcours se nourrir. Par exemple, à Corcelles-les-Mines, près de Dijon, grâce au prêt d'un terrain par un cultivateur aussi autour de la technique du sol vivant, ou encore à Nogent-le-Rotrou, où la mairie elle a mis en disposition du groupe un terrain avec l'objectif de donner l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité avec des produits frais, locaux, mais aussi de mettre en avant le rôle social de l'alimentation avec une cuisine partagée, ou encore les réflexions qu'ils peuvent avoir, par exemple, dans la maison de vacances familiale La Bise, avec des réflexions autour de la mission de La Bise, les acteurs locaux, l'alimentation, le jardin, etc. Et du coup, en parallèle de tout ça qui se passe à ATD Quart-Monde, on a aussi un plaidoyer qui s'est développé au fur et à mesure sur ces années. Par exemple, en 2021, donc, le réseau santé a fait une étude sur les leçons tirées après le Covid et ça aboutit à plusieurs recommandations. Dont la recommandation de la nécessité d'une réforme d'une aide alimentaire indigne et humiliante, ou encore ATD a participé à l'élaboration d'avis du Conseil national de l'alimentation en 2022 avec plusieurs recommandations, comme inscrire un droit à une alimentation dans le droit français européen, associer les personnes qui souffrent de la pauvreté de la précarité alimentaire aux politiques qui les concernent, ou encore agir sur les ressources financières des ménages et sur l'emploi. Et en parallèle, ATD a aussi participé à ce qu'on appelle le COCOLUPA, donc c'est le Comité interministériel de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire. Donc un grand mot pour dire qu'on a participé à ce comité-là, qu'on participe toujours, et où on a notamment été dans un groupe de travail centré sur la participation, quelle est la participation des personnes les plus pauvres sur les enjeux de précarité alimentaire. Et en parallèle, comme vous avez pu sûrement certains participer, il y a eu le séminaire des universités populaires en septembre à Pierrelet, où cette thématique de l'alimentation elle a été travaillée.
Et le dernier élément que je peux citer, vous voyez, ça fait beaucoup, c'est en mars 2026, ATD a beaucoup contribué à un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur le droit à l'alimentation. Donc c'est un avis qui est assez fort et qui met en avant le droit à une alimentation digne, durable et choisie. Donc vous voyez qu'on a beaucoup travaillé ce sujet à ATD depuis des années, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce parcours-là. Et c'est aussi peut-être pour dire un sujet qui est de plus en plus aussi important dans différents écosystèmes en France, pas que à ATD, on en parle beaucoup. Et donc, pour cette table ronde, on a le plaisir d'avoir 3 super intervenants. Donc, on a Viviane Tirlicien, donc militante d'ATD depuis de longue date, membre du réseau Santé et aussi dans le projet de la dignité dans les assiettes depuis les prémices. Hein, c'est ça, Viviane. On a aussi le plaisir d'accueillir Benoît Guérard, qui est donc directeur du Pays Terre de Lorraine. Donc, peut-être qu'il pourrait en dire plus tard, mais donc, il y a une association composée de 154 communes, où on a des communautés de communes qui coopèrent aujourd'hui sur différentes échelles et notamment en lien avec le projet de la dignité dans les assiettes. Et enfin, Bénédicte Bonzi, docteur en anthropologie et notamment auteur du livre La France qui a faim et qui a beaucoup travaillé aussi ces sujets de précarité alimentaire. Donc voilà, on va avoir 2 temps. Donc un premier temps sur vraiment qu'est-ce que le droit à l'alimentation, parce que c'est aussi un peu ça le prisme qu'a pris aussi ATD. Et un deuxième temps pour se dire comment ce droit à l'alimentation-là, il transparaît au niveau local dans des initiatives concrètes. Et entre ces 2 temps-là, on aura des petites tortues. Je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est les tortues, mais je redirai à ce moment-là pour pouvoir un peu se mettre ensemble et avoir et poser des questions aussi aux intervenants, intervenantes. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on aura une petite pause au milieu pour poser des questions. Donc, on va directement commencer pour réfléchir à c'est quoi ce droit à l'alimentation, pourquoi c'est important d'avoir cette approche par les droits. Du coup, Viviane, pour commencer, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans le quotidien, le droit à l'alimentation saine, durable et choisie, et c'est quoi les piliers du droit à l'alimentation ? De toute façon, les droits à l'alimentation, s'il n'y a pas les 4 piliers phares, aucun droit n'existera. Il faut la durabilité, le temps. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Le temps, la durabilité, le choix, ce qui est important. Parce que quand vous allez dans toutes les associations, vous n'avez pas le choix. Vous prenez ce qu'on vous donne. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait le choix, que les personnes aient le choix. Mais ça, c'est dans le temps. La durabilité, il y a la culture aussi. Chaque personne a des cultures différentes. On ne peut pas donner, par exemple, du porc à un musulman. Pourquoi lui donner du porc ? Il est musulman, c'est sa religion. C'est un manque de culture. C'est pas normal. Après, vous avez tout ce qui est... la durabilité, c'est beaucoup de choses. C'est pas... pour 6 mois ou 3 mois, c'est pour tout le temps. C'est pour que chacun ait le droit de manger correctement, en choisissant ses produits. C'est pour ça qu'à Nancy, il y a un tout petit truc, c'est du gagnant-gagnant. On a travaillé avec les agriculteurs pour faire du gagnant-gagnant. C'est du bio, mais on le paye à un prix raisonnable. Et les personnes ont le choix, que ce soit une personne, un couple qui travaille à 2, parce que maintenant les couples, même en travaillant à 2, ils ont des fins de mois difficiles, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas que nous, les personnes à la retraite ou les RSA, c'est tout le monde maintenant. On n'a pas le choix et on prend le peu qu'on peut avoir. Alors qu'à Nancy, on a fait du gagnant-gagnant. On a fait un groupement d'achat, un groupement d'acheteurs. C'est des personnes qui ont dit, attendez, si on se regroupait pour acheter 12 yaourts, chacun pourrait en avoir 1 ou 2, et ça reviendrait moins cher. Donc on a fait en plate et cachette. Et c'est sur la durée, parce que c'est toute l'année. Vous avez une adhésion de 1 euro. C'est quoi 1 euro pour l'année ?
C'est rien. Et on a des produits bio. C'est ça la durabilité. C'est pas le tout de dire, ben, tu vas là et puis tu prends pendant 3 mois. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est parce qu'on en a marre. Vous savez, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, vous voyez les gens dans la rue qui tendaient la main. On est en 2026 quand même. Est-ce qu'on a encore le droit de tendre la main? Non. On n'a pas le droit. L'ONU a bien dit, il faut les 4 piliers pour le droit à l'alimentation. Pourquoi on ne l'a pas en France? En Europe, ça existe. En Europe. Mais est-ce qu'en France, vous avez vu des droits à l'alimentation? Est-ce que vous, RSA, ou personne travaillant, vous avez le droit au choix? Non. À l'époque où on est en 2026, on voit encore des gens mourir de faim en France. À Nancy, il y a eu des personnes qui ont été trouvées, qui étaient mortes depuis 3 semaines. Quand ils ont ouvert le frigo et le placard, c'était vide. Il n'y avait rien. C'est normal. C'est pas normal. On n'est plus en temps de guerre. Quand il y avait la guerre, je comprends qu'on mourait de faim. Mais à cette époque-ci, on est en 2026. C'est pas normal. C'est logique. C'est ça qu'il faut voir. Mettez-vous bien ça dans la tête. S'il n'y a pas les 4 piliers pour le droit à l'alimentation, vous ne pourrez rien faire. Ça ne pourra pas marcher. Il faut les respecter. Donc les 4 piliers, c'est durabilité, choix, le temps, et puis la culture. Et la culture. Merci. C'est important. Merci beaucoup Viviane. Bénédicte, tu parles dans tes publications de violences alimentaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est que ces violences alimentaires et pourquoi c'est urgent, important, Viviane t'en a parlé aussi un peu déjà, mais de passer de cette logique d'assistance autour de l'aide alimentaire à une logique de droit et quel impact ça a pour les personnes? Oui. Eh ben, bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Pour être dans la continuité de ce que dit Viviane, je vais vous faire une devinette. Qui a dit c'est pas normal que dans le pays de la bouffe, il y en ait qui n'en aient pas assez? Coluche. Voilà, on était en 85 et aujourd'hui, on a toujours la même phrase qui résonne et qui est en écho. Donc parler de violence alimentaire, c'est venir décrire ce que ça fait, le non-respect du droit à l'alimentation dans un pays qui a tout pour le respecter. C'est-à-dire qu'on a ratifié les traités internationaux. En effet, le droit à l'alimentation n'est pas opposable, n'empêche que les droits fondamentaux, on devrait tout faire pour les mettre en œuvre, et la France ne se donne pas cette obligation-là. Donc ça va avoir des conséquences, parce que nous tous, on en parle tellement du droit à l'alimentation que s'il n'est pas opposable, il existe dans notre façon de concevoir le vivre ensemble. Et que donc ceux qui ne l'ont pas, ils ressentent ce que c'est de ne pas pouvoir faire partie de ce vivre ensemble et d'être mis au banc en fait, de la société par le fait de ne pas pouvoir remplir leur assiette comme ils le voudraient et surtout comme les autres. Donc du coup, les violences alimentaires, elles viennent dire que on ne respecte pas un droit fondamental et que ça a des conséquences physiques et psychologiques sur les personnes. Et ça, c'est important parce que finalement, c'est souvent invisibilisé. À travers l'aide, et notamment l'aide alimentaire, l'État qui devrait être en charge de la distribution d'alimentation pour que tout le monde en ait les moyens, fait le choix de déléguer cette mission à des structures. 4 en France, on a les banques alimentaires, la Croix-Rouge, le Secours populaire et les Restos du Cœur. Plus récemment, s'ajoutent les épiceries sociales, mais elles sont nées plus tard, donc au départ, on n'avait pas cette délégation de cette mission à ces autres acteurs. Sauf que la mission qui leur est déléguée, elle leur est déléguée sans les moyens d'y répondre. Du coup, les bénévoles, et peut-être vous en faites partie, ils sont vraiment en tension, en permanence pour arriver à faire quelque chose que eux qualifieraient de juste et de bien. Et ça se durcit. Ça se durcit pourquoi ? Parce que on le vit tous.
2008, on a un doublement des personnes qui recourent à l'aide alimentaire au moment de la crise économique. Donc de 2 millions, on passe à 4 millions. 2019, nouvelle crise économique, sanitaire. Là aussi, les structures de l'aide alimentaire nous disent ça double et ça redescend jamais. Donc ce qu'on entend, c'est que l'aide alimentaire, ce n'est plus une aide d'urgence depuis des années, c'est devenu le moyen de s'alimenter de tout un tas de personnes. Pourquoi ça devient le moyen de s'alimenter? Parce que l'aide alimentaire, finalement, elle fait partie du système alimentaire. Elle n'est pas mise à part. Et du coup, elle est un peu traitée comme un marché comme un autre. Ça veut dire que quand on regarde ce qui se passe et comment fonctionne l'aide alimentaire avec des yeux d'économistes libéraux qui cherchent la bonne gestion d'un pays, on va dire l'aide alimentaire est efficiente. Tous les critères du droit à l'alimentation, sur la durabilité, sur le choix, sur la dignité, on ne les prend pas en compte. On regarde juste que le service qui est rendu coûte pas cher. Et du coup, il n'y a aucun intérêt de venir le changer. Pourquoi ça dure? Parce qu'il n'y a aucun intérêt de venir changer le système si on garde la lorgnette, en fait, d'une économie capitaliste et libérale. Donc à partir de là, quand on renseigne les choses, ça devient urgent et important de dire mais non, il faut sortir de ce système économique s'il nous assigne parce qu'il y a un impact réel pour les personnes. Et parce que du coup, ce que vous travaillez depuis des années à ATD, qu'on travaille également dans d'autres réseaux, le non-respect de ses droits, le fait de ne pas le prendre en compte par rapport à l'État, pour moi, c'est une dette de l'État vis-à-vis des personnes. Une dette aussi vis-à-vis des acteurs bénévoles qu'on empêche, en fait, qui ne peuvent pas faire justice, alors que quand on s'engage dans le cadre de l'aide alimentaire, au départ, on s'engage en fait pour que les gens s'en sortent. On ne s'engage pas pour se retrouver en 2026, après je ne sais pas combien d'alertes, à trier des pauvres parmi des pauvres en disant en fait, là, les 3 mois qui viennent, on ne va pas t'aider, tu vas laisser ta place parce que finalement, tu es très pauvre, hein, mais tu sembles plus riche que d'autres. Et du coup, tout ce système-là, en fait, il nous donne plein d'indicateurs que ça ne va pas et que la manière dont les choses se mettent en place, elles sont dangereuses. Et l'utilisation du terme violence alimentaire, pour moi, il est important parce qu'il rend visible qui, en fait, commet ces violences et qui en est responsable. Quand tu disais, en fait, c'est pas normal, non, ce n'est pas normal pour nous et il faut bien qu'on les montre, ces responsables, qu'on montre les conséquences qu'ont ces choix politiques et économiques sur le corps des personnes pour arriver à vraiment transformer le système et se dire qu'on est nombreux à vouloir le transformer. Parce que le dernier point que je voudrais aborder, le fait d'être dans ce déni de droit, d'avoir un droit bafoué, eh ben ça abîme. Ça abîme les personnes. Et quand je parle de dette, c'est aussi que pour arriver de passer du système alimentaire dans lequel on est à un autre, eh ben, il va falloir réparer. Il va falloir réparer, et quand je dis réparer, c'est réparer en fait la société avec beaucoup de personnes qui ne se disent pas en fait qu'elles ont droit à aussi bien que les autres, et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'elles sont privilégiées aujourd'hui de pouvoir choisir ce qu'elles mangent et comme elles le mangent, et qui ne se rendent pas compte de la violence de certains propos quand on dit « mais en fait c'est facile de manger bio, il faut juste que tu te mettes à cuisiner ». Non, c'est très difficile de pouvoir transformer son système alimentaire et d'avoir réellement accès à des produits sains. Et en fait, il faut arrêter cette inversion de la faute. Ça, c'est une violence. Il faut arrêter de faire culpabiliser les gens. Ça, c'est une violence. Et il faut arriver à marteler cette question essentielle aux législateurs, hein, à qui ça s'adresse. C'est de leur responsabilité de donner les moyens à l'aide alimentaire, non pas de continuer ce qu'elle fait, mais que les personnes en sortent. Personne ne devrait être assigné à un système d'aide d'urgence. On doit vraiment avoir ça en tête. Le don ne peut pas la justice, et l'aide alimentaire, ce n'est pas le droit à l'alimentation. Merci beaucoup, Bénédicte. Benoît, pour toi, du coup, en tant que directeur de Pays Terre de Lorraine, comment ça résonne
au niveau des territoires, ce qu'ont pu dire Viviane et Bénédicte, notamment aussi dans la construction de ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux, c'est quoi aussi l'acceptation de cette approche par les droits au niveau des élus et des personnes vraiment sur les territoires? Bonjour. Effectivement, je travaille sur un territoire près de Nancy, mais qui est surtout rural, c'est surtout la campagne chez nous. Tu as dit, Mélina, tout à l'heure, 153 communes, donc plutôt des petites communes. La plus grosse ville compte 15 000 habitants. Ça s'appelle Toul. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Qui est-ce qui connaît Toul ici? Ah ouais, il va être content, le maire de Toul. Il y a des gens qui connaissent la ville de Toul. Et donc, c'est un territoire qui, il y a 10 ans, a effectivement décidé, les élus ont décidé de s'engager un petit peu plus sur les questions agricoles et alimentaires, notamment parce que on sait que c'est important pour toute l'agriculture d'essayer de vendre davantage aux habitants qui habitent près de chez elles, et que c'est aussi une source de revenus pour l'agriculture. Donc on appelle ça des projets alimentaires territoriaux, et quand les élus de notre territoire ont commencé à se pencher là-dessus, et nous, dans notre travail avec eux, ils se sont dit, on s'est dit, on ne peut pas faire ce travail si on ne s'adresse pas aux personnes qui sont très loin des circuits courts aujourd'hui, qui n'ont pas accès à ces bons produits agricoles qui commencent à rentrer dans l'assiette d'une partie de la population. Pour cela, il n'y a pas forcément besoin qu'on en fasse plus, nous les collectivités. Par contre, tous ceux qui en sont à l'écart, il faudra sûrement faire des choses particulières. Donc depuis 10 ans, on essaye de faire certaines choses dont on va vous parler. Et comment on va le faire? Le comment on va le faire, il se trouve qu'on est tombé, il y a 10 ans, sur ce rapport « Se nourrir lorsqu'on est pauvre », daté des Carmonde, et que ça nous a fait un choc. Ça nous a marqué. Ce rapport nous a marqué les élus, et il nous a donné une impulsion pour travailler dans une certaine direction. Cette direction, c'est il faut changer nos manières de faire. La première chose, alors que nous on pensait il faut des produits, il faut un prix, et en fait la première chose qui est ressortie de ce rapport, c'était que finalement le problème il était avant tout ailleurs, ce qui a déjà été dit. C'est que et ça franchement au niveau local, personne ou peu de gens ont perception de ça, c'est-à-dire que les gens souffrent de la honte de ne pas être autonomes pour aller chercher, pour se nourrir. Donc ça nous a un petit peu... alors comment on allait faire? Donc tout à l'heure on parlera d'emplettes et cagettes, donc en tout cas voilà, on parlera aussi de jardin, mais comment on allait faire? En gros, il va falloir changer nos façons de faire. Quand je dis nos, c'est pas seulement les communes, mais c'est aussi les associations, c'est aussi les CCAS, c'est tous les acteurs sociaux d'un territoire. Donc on a commencé à travailler avec eux et à réfléchir. Alors le droit, vous voyez, c'est le droit sur un territoire, les communes, c'est pas elles qui font le droit, c'est pas elles qui font la loi. Donc on ne pouvait pas agir sur la loi. Donc ce qu'on a fait, la première chose qu'on a faite ensemble avec Viviane et d'autres personnes, c'était d'écrire une charte. Alors une charte pour dire voilà comment on aimerait que ça se passe ici. Voilà ce qui va être important sur le territoire. Et dans cette charte, on indique, tout en haut de la charte, l'accès digne est un droit fondamental. Alors il n'est pas opposable non plus. Cette charte, on ne peut pas aller au tribunal, en justice, en disant mais ce droit il n'est pas respecté sur votre territoire. Mais en tout cas, l'écrire, ça voulait déjà dire quelque chose. Et puis, sur la question du droit, finalement, on se rend compte, après 10 ans, que si on n'a pas, si on ne peut pas agir directement sur le droit, on a quand même des leviers. Et on peut, en fait, on se rend compte que ce qui est très important aujourd'hui, et là où on arrive à avoir des changements, c'est dans le droit à avoir sa place dans la cité. Droit à avoir sa place dans la cité, dans la vie du territoire. Et je vais un petit peu vous dire comment on s'y prend.
Donc ça passe notamment par le droit à la parole. D'abord le droit à la parole. C'est-à-dire que dans toutes les instances qu'on met en place, eh ben en fait, on reconnaît le droit à chacun de pouvoir s'exprimer, de trouver sa place dans les actions qui sont mises en place. On a aussi créé une pièce de théâtre qui parle de ces problèmes et qui est jouée par des personnes qui ont connu la précarité, par exemple. Donc le théâtre, c'est la parole, et après il y a des débats, et c'est encore la parole. Donc on essaie vraiment d'insister sur cette dimension de la parole. Ensuite, c'est le droit à agir. Parce que finalement, quand on connaît des difficultés, bah souvent on n'a plus la possibilité d'agir, finalement. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place ? Bah, en tout cas, il faut créer les conditions pour que les gens aient une vraie place. Voilà. Et donc créer les conditions, ça ne se fait pas comme ça très, très facilement d'un jour à l'autre, mais c'est apprendre de nouvelles façons de faire, notamment avec les professionnels, les bénévoles, voilà, qui accompagnent au quotidien des personnes qui connaissent la précarité. C'est aussi apprendre de nouvelles méthodes. Donc on a appris avec ATD, par exemple, comment croiser les savoirs. Ici, sur le territoire, on ne savait pas faire ce genre de choses. Finalement, on a appris ce qu'on appelle des labos CAP. Donc labo CAP, CAP, ça veut dire constat, analyse, proposition. Et c'est des temps d'une journée où des personnes qui sont professionnelles ou bénévoles et des personnes qui connaissent la précarité vont croiser leur vision des choses et leurs propositions pour nos actions. Et donc droit à la parole, droit à agir, et puis aussi c'est le droit à être vu, tout simplement. Et on se rend compte que finalement, avec les projets qu'on conduit, eh ben, on finit par permettre aux gens d'être davantage visibles dans la cité, dans la commune, dans leur quartier. Parce que les projets qui se mettent en place, c'est des projets qui sont, sur lesquels il y a des articles dans le journal local, par exemple, tout simplement, ou parce qu'il va y avoir l'inauguration d'un nouveau jardin partagé avec beaucoup de monde, des institutions, le maire de la ville dont je parlais tout à l'heure, qui va être présent, le député. Et ce jour-là, en fait, on existe, on est là à l'inauguration et on voit la place qu'on peut prendre dans les projets. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour démarrer. Merci beaucoup Benoît. Comme on a respire, je vous propose de prendre une petite respiration de ce qui vient de s'être dit et de se mettre avec votre voisin, voisine pour 2-3 minutes en petit groupe de 2-3 et pour se dire est-ce que vous avez déjà des questions de compréhension, d'approfondissement sur ce qui a été dit, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça résonne pour vous. Et n'hésitez pas à écrire sur des post-it, il y a des facilitatrices qui pourront les faire remonter ensuite. Alors, je vous propose du coup de reprendre avec un deuxième temps. Donc là, on a vraiment parlé de pourquoi c'est important cette approche par les droits, du droit à l'alimentation, pourquoi c'est important aussi de sortir de de l'aide alimentaire, qu'est-ce qui est important, quels sont les piliers. Maintenant, on va rentrer un peu dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment le droit à l'alimentation au niveau local, au niveau des expérimentations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment le mettre en œuvre et le vivre sur le terrain en action. Donc du coup, Viviane, tu as commencé un peu à parler d'Emplettes tes cagettes. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail pour dire c'est quoi Emplettes tes cagettes et c'est quoi aussi un peu les réussites et les obstacles d'Emplettes tes cagettes? Comment ça met en œuvre là concrètement ce droit à l'alimentation? Alors, Emplettes tes cagettes, c'est déjà un groupement d'achat de collectifs d'acheteurs. C'est différent. C'est des collectifs d'acheteurs. C'est-à-dire que toute personne peut adhérer, comme je l'ai dit, pour 1 euro par an. C'est franchement 1 euro. Et vous avez le choix. Vous pouvez acheter, vous avez le choix. Vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des bons de commande avec un groupement qui va chez les producteurs. Et puis, naturellement, les oranges, ils ne viennent pas de l'Est. On a annoncé les oranges ou les citrons, on n'en a pas.
Donc il y en a qui ont été en Espagne. On a trouvé en Espagne. Après, on a trouvé pour l'Est. Mais après, il n'y a pas que ça. Il faut aussi les yaourts, donc les produits laitiers. Ils ont été chez Danone, ils ont été chez France Lait, pour avoir des produits, des bons produits, mais à moindre coût. Et ça, c'est difficile à faire. Donc les bénévoles, il faut les avoir. Et vous savez que c'est tout un travail. On est quand même sur plus de 11, combien 7 tonnes par mois. Micheline peut le dire parce qu'elle est avec moi aussi en Plette et Cagette. 7 tonnes par mois. La première commande qu'on a testée, je m'en rappellerai toujours, c'était des pommes de terre. C'est pas grand-chose, les pommes de terre. Et je leur ai dit, attention, la pomme de terre, chez les personnes en précarité, c'est un aliment principal, parce qu'avec la pomme de terre, vous pouvez la cuisiner de toutes les manières. Toutes les manières. Manger des pommes de terre tous les jours, mais pas de la même manière. Oh non, non, on va tourner autour de 800 kilos. Oui, 1,6 tonne. Et sans chercher, on a fait 800 kilos de carottes. Des carottes qui étaient cassées. Mais c'est des carottes. Elles sont cassées, elles sont tordues, c'est une carotte. Ben non, les gens aiment bien les carottes droites. Pourquoi une carotte droite? Vous faites un bourguignon, vous les coupez, qu'elle soit tordue ou qu'elle soit cassée, c'est pareil. Ah ouais, mais alors là, on arrive dans la cuisine chinoise ou coréenne ou japonaise pour faire des petits bâtonnets. Non mais on rigole, mais c'est pas rigolo. Et puis on a fait des potimarrons. Et puis là, les gens, ils ont dit, oui, mais on en voudrait encore. Ah. Après, on a dit, oui, mais il faut trouver un nom. C'était des cajots au départ. Après, non, on a dit non, ça fait un peu moche. Hein. Donc on a dit en Plette et Cagette, ça fait quand même un peu mieux. Puis maintenant, ben, vous savez, ben, il y a de plus en plus de personnes. Mais que vous soyez dans la précarité, ou RSA, ou retraité, ou travaillant à deux, vous pouvez acheter. On n'a pas besoin d'avoir de papier. On ne demande aucun revenu. Dès l'instant que vous donnez, vous, 1 €, vous faites partie d'associations en Plette et Cagette et vous pouvez acheter tous les mois. Ben, quand vous voyez des œufs plein air à 2,30 je crois, ou 2,50, 2,50 les 12, c'est quand même valable. Ah, c'est du bio les œufs, puisqu'ils viennent de poules plein air. C'est pas des œufs d'enlever en batterie. Quand ils sont élevés en batterie, c'est plus des œufs plein air, c'est plus des œufs bio. Il faut 3 ans pour faire du bio. Sur 3 années, tant que vous n'avez pas passé les 3 années de test, vous ne serez pas considéré comme du bio. Le premier producteur qu'on a été voir, il était déjà en semi-bio. Il avait 2 ans, Monsieur Touvenin. Il avait 2 ans de bio. Il n'était encore pas bio, il était semi-bio. Il était en phase de transition. Et c'était en 2017. 17. Non, c'était avant le 19. C'était en 17-18. À l'heure actuelle, il est toujours participant en Plette et Cagette. On l'a toujours avec nous. Oui, mais vous vous rendez compte que des producteurs qui travaillent toute l'année pour faire des productions
À l'époque-là, M. Touvenin avait moins qu'une personne seule au RSA. C'est-à-dire que le RSA, à l'époque, était de 450 €. Il avait moins. Il était en dessous de 300 € par mois. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Il faut que le producteur soit gagnant, mais il faut que la personne soit gagnante aussi. Quand vous allez... Secours d'urgence, je suis tout à fait d'accord. Il y en aura toujours besoin, parce que du jour au lendemain, vous pouvez être en haut de l'échelle, et le lendemain, vous pouvez être en bas de l'échelle, et avoir 0. Et ça, il y en a beaucoup, hein, ça je vous le garantis. Secours d'urgence, il y en aura toujours besoin. Mais il faut que ce soit sur une durée limitée. Et puis, vous tendez la main quand vous allez là-haut. Vous baissez la tête hein, quand vous y allez. Vous ne levez pas la tête. Vous ne regardez pas les gens dans les yeux. Hein. Vous baissez. Hein. Puis, on vous dit, vous prenez ce qu'on vous donne. Hein. Quand on a faim, ben, on mange ce qu'on vous donne. C'est pas logique. Où elle est? Moi, j'ai ma dignité. Moi, on m'a dit, mais tu vas retrouver ta dignité. Mais je dis, attendez, moi, ma dignité, je l'ai toujours eue. Je n'ai jamais perdu, ma dignité. Même que je sois en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, j'ai ma dignité. J'ai ma fierté. Et ça, je la perdrai jamais. Donc, pourquoi faire aller quémander alors qu'on peut trouver des solutions adéquates à côté? C'est la logique. Merci beaucoup. J'arrête parce que je suis partie, moi. Non, mais c'est super intéressant, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Viviane. Je pense que vous aurez aussi l'occasion de reparler d'Emplettes et Clés. Non, mais c'est vraiment très intéressant et je pense que dans le parcours Se Nourrir, il y aura aussi des moments où vous pourrez en reparler pendant ces 3 jours. Benoît, donc là, on a parlé d'Emplettes et Quingettes, peut-être que tu as des choses aussi à rajouter. On peut parler aussi, on a dit qu'à ATD, on a beaucoup de jardins partagés, de jardins nourriciers. Comment, au niveau local, tu vois aussi, comment aussi le jardin, ça permet aussi d'exercer ce droit à l'alimentation-là et en quoi le fait de cultiver ensemble dans un quartier, c'est aussi un levier sur la question de dignité dont parlait Viviane. Bah oui, je disais tout à l'heure qu'on a essayé de trouver ce qu'on pouvait faire sur un territoire rural. Encore une fois, c'est la campagne. Et justement, toutes les communes, presque, ont des terres disponibles. Donc ça a été un moyen vraiment de travailler avec les communes. Très facilement, là pour le coup, on avait quelque chose de concret. Parce que les labocap dont j'ai parlé tout à l'heure, les manières différentes de faire avec les travailleurs sociaux, avec les associations d'aide alimentaire, ça passionne pas toujours les maires. Il faut être clair. Donc il faut regarder là où on peut vraiment entrer dans l'action. C'est vraiment ça qui les intéresse le plus. Donc faire des jardins, ça c'était quelque chose d'accessible. Et aujourd'hui, on a 13 jardins qu'on appelle nourriciers, partagés. C'est des jardins partagés, des jardins collectifs. Et on a, avec les élections qui sont passées en 2026, là, au mois de mars, on a de nouvelles communes qui sont demandeuses. Donc, il y a un intérêt, il y a vraiment un mouvement qui se passe. Pourquoi les jardins, c'est intéressant dans la démarche de la dignité dans les assiettes? Parce que, c'est quand même un super levier pour retrouver de l'autonomie alimentaire pour les personnes. Vraiment, les personnes sont plus autonomes qu'avant. Elles partagent. J'ai dit tout à l'heure, jardin nourricier partagé. Le mot partage, on le retrouve aussi dans le partage des récoltes. Donc ça, c'est des règles. Je parlais d'une charte tout à l'heure. Chaque jardin fixe ses règles, mais à chaque fois, on va retrouver cette valeur-là. On partage, on a cultivé ensemble, on partage les récoltes. Ça, donc, c'est pas rien. Hein. Là, on a un peu essayé d'évaluer ce que ça représentait. C'est à peu près 100 € par mois pour les jardins les plus productifs. C'est les plus grands jardins. On en a qui font presque un demi-hectare. Donc, vous voyez, ça ressemble presque. C'est plus des jardins au sens, peut-être qu'on a l'habitude de les percevoir. C'est presque des maraîchers, enfin des champs maraîchers, si vous voulez. C'est plus ça.
Donc ça représente jusqu'à 100 € par mois pour certaines familles. Donc c'est vraiment, parce que évidemment les légumes, tout le monde a vu que c'était hors de prix. Et puis l'autre élément important, c'est que ça permet de travailler la qualité des produits. Plusieurs personnes, là encore, on a fait une petite évaluation, une grande évaluation. L'année dernière, c'était vraiment un gros chantier, un gros travail. Mais beaucoup de gens ont dit, on a redécouvert le goût, le vrai goût de certains aliments. Voilà, ça ressort tout le temps. On avait oublié qu'une carotte ou une tomate, c'était aussi bon. Donc voilà, donc c'est vraiment... Mais là, je ne vous apprends rien, vous connaissez peut-être les jardins partagés, maintenant c'est assez connu. Alors pourquoi, j'ai dit tout à l'heure au tout début, j'ai dit le plus compliqué, ou en tout cas nous on s'était un petit peu trompé en pensant que le premier sujet c'était l'aliment, l'assiette. Et alors que le premier sujet, dans ce rapport, ce que disaient les gens, c'est la honte, j'arrive pas, je ressens de la discrimination, je suis tout seul, je suis trop isolé, c'est ça que les gens disaient le plus. Donc les jardins, on se rend compte que c'est vraiment un très, très bon outil pour agir aussi là-dessus et permettre aux gens, c'est les gens qui le disent, de retrouver plus de dignité, même s'ils ont leur dignité, Viviane. Mais bon, quand même. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ils disent ? Les gens disent qu'ils sont fiers. Souvent, ils sont fiers parce qu'ils font leurs propres légumes. Et en plus, ça ne vous a pas échappé, maintenant, manger local et bio, c'est à la mode. Et donc, finalement, ils sont à la mode. Ils sont dans quelque chose qui est valorisé dans la société, que ce soit dans les médias ou politiquement ou ailleurs. L'autre élément, c'est que les gens se disent « on est utile, on se sent utile à quelque chose ». Ce qu'on entend aussi, c'est qu'on a retrouvé une place quelque part. On est attendu chaque semaine, on est reconnu, connu et reconnu. On fait partie d'un groupe. On peut être sur un groupe WhatsApp, par exemple, c'est tout bête. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans un groupe WhatsApp. Tout d'un coup, ils deviennent dans le groupe WhatsApp du jardin de la commune. J'ai presque fini. Il y a aussi qu'on se rend compte, quand on travaille, quand on est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, on se rend compte que en fait, les gens, ils ont des compétences. Ils savent faire des choses. Et finalement, les jardins permettent aux personnes de valoriser des savoir-faire qu'ils avaient ou qu'ils vont acquérir aussi petit à petit. Voilà un petit peu pour faire un petit portrait des jardins partagés. Merci beaucoup Benoît. On va finir avec une autre expérimentation qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Sûrement, vous en avez déjà entendu parler. Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous dire un peu déjà ce que c'est pour ceux qui ne savent pas que les sécurités sociales de l'alimentation et en quoi ça peut être une piste concrète aussi pour garantir ce droit à l'alimentation à une plus grande échelle ? Oui. Donc du coup, la proposition politique de mettre l'alimentation en sécurité sociale, c'est l'idée de sortir une partie de l'alimentation du marché. Puisqu'on l'a un peu décrit, tant qu'on laisse l'alimentation au marché, on va avoir des spéculations, on va avoir des privations, on va avoir des gens qui arbitrent, une fixation de prix, etc. Donc on se dit, tiens, ça peut être une piste intéressante de s'appuyer sur quelque chose qui a fonctionné en France à un moment donné, effectivement, pour créer des droits, dans une perspective révolutionnaire, dans ce qu'était la sécurité sociale. La sécurité sociale, en 45-46, elle va se construire sur 3 piliers. L'universalité, ça veut dire que c'est pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'en effet, si je traverse une période de précarité économique, je peux sortir une carte vitale de l'alimentation, par exemple, où dessus, j'aurai 150 € pour manger dans le mois. C'est la proposition qu'on a faite pour le moment pour commencer. Ça veut dire aussi que quelqu'un comme Bernard Arnault, etc., aura aussi la même carte avec 150 € par mois. Vous dites, mais pourquoi ? Parce que lui, pour avoir cette carte-là, il aura également cotisé
à hauteur de ses moyens. Donc ce n'est pas un système d'aide, c'est un système de redistribution en fonction des moyens des gens. Vous l'avez beaucoup entendu au moment de la retraite. En fait, on est on nous fait croire des choses absurdes, mais en fait, on les entend tellement que ça rentre dans nos têtes. Par exemple, on a entendu que quand on travaille, on coûtait de l'argent, qu'il y avait des charges patronales. En réalité, quand on travaille, on produit de la richesse. Et donc, on ne coûte pas de l'argent. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête. Et dans cette perspective de mise en sécurité sociale, on se dit que la cotisation, elle est basée sur notre capacité à choisir, grâce à la production de richesse qu'on fait, de socialiser une partie de nos salaires pour transformer notre système alimentaire. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une perspective révolutionnaire. On est haut dans les propositions de conquête, parce que autant plein de personnes sont aujourd'hui complètement OK, parce que pour elles, en fait, ça va être un rétablissement de la justice. Ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Tous ceux pour qui la situation révèle des privilèges, on va avoir du mal à les convaincre. Donc, on doit vraiment arriver à... c'est un bras de fer, en fait, c'est une conquête de droits. Tout comme en 1945, il a fallu conquérir la mise en place de droits sur la santé. Il a fallu expliquer, en fait, que ce n'était pas normal que certaines personnes n'aient pas de vie au-delà du travail et que donc il fallait pouvoir les soigner, il fallait pouvoir en prendre soin, il fallait créer les infrastructures. Donc on est dans cette perspective-là de conquête pour conquérir, en fait, des droits sociaux. Finalement, quand on parle de droit à l'alimentation, on parle d'un droit fondamental. Et là, on essaye de faire un trait d'union entre un droit fondamental et une déclinaison sur des droits sociaux. Donc du coup, je vous ai parlé de l'universalité, je vous ai parlé de la cotisation, et le dernier pilier, c'est le conventionnement. Le conventionnement, il est important parce que c'est là qu'on met de la démocratie dans nos assiettes. Ce ne sont pas des grands groupes qui décident de ce que vous allez manger, c'est vous, en tant que mangeur, qui décidez sur vos territoires quels sont les critères pour conventionner de l'alimentation. Aujourd'hui, je suis encore plus optimiste qu'au début parce qu'il y a, je pense, une centaine de lieux qui expérimentent cette idée du conventionnement et où, en fait, tout le monde est d'accord sur des choix qui sont faits. Personne ne veut de pesticides dans l'alimentation. Les gens veulent que dans les structures, les filières alimentaires, s'il faut les appeler comme ça, les gens soient bien payés, bien rémunérés, bien traités. Donc, on a des critères qui nous permettent non pas de rêver, mais de voir que notre horizon et ce qu'on souhaite au niveau du système alimentaire, eh bien, ça transforme nos paysages. Ça permet l'installation de milliers de producteurs. Ça permet en fait de sortir de ce béton et de cette bétonisation parce qu'on aura besoin de préserver nos terres. Donc en fait, à tout ce que tu disais, c'est pas normal, ça remet un peu de raison, un peu de normalité autour du fait de se nourrir et de choisir comment on décide de se nourrir collectivement. Donc voilà cette proposition. Renseignez-vous autour de chez vous. Il y a beaucoup d'expérimentations. Vous pouvez aller voir sur le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation si quelque chose se passe. Si rien ne se passe autour de chez vous et que vous avez envie, vous pouvez vous dire, allez, je vais me réunir avec quelques personnes et on va réfléchir. Parce qu'une des grandes différences, c'est que c'est un projet qui est fort parce qu'il vient vraiment par le bas. C'est pas du tout un projet descendant. Son origine, en fait, c'est le ras-le-bol de paysans qui produisent bien, mais qui des fois ont du mal à avoir des revenus et qui vont pas toucher des clients qui partagent les mêmes valeurs qu'eux. Je fais des raccourcis, mais c'est quand même un peu ça. Et de se dire, mais moi je fais le meilleur, et ce meilleur, en fait, s'il n'est pas accessible peut-être à mon voisin, ça ne me convient pas, je n'ai pas envie de faire ça. C'est important, ces légumes que je produis, il y a beaucoup d'amour dedans, on en a peu parlé. Mais les producteurs, et notamment les producteurs qui sont dans des pratiques en lien avec le vivant, ils aiment les aliments qui vous mettent dans les cagettes, en fait. Et du coup, ils vous aiment à travers ces aliments-là et ils n'ont pas envie d'aimer tout le monde dans la société dans laquelle on vit et de renvoyer ça à des personnes qui, par ailleurs, compromettent nos possibilités de vivre ensemble et d'avenir et d'offrir
un avenir à nos enfants. Donc tout ça, c'est un moyen de rentrer et d'y rentrer de manière démocratique. Donc en effet, c'est enthousiasmant. S'il me reste quelques secondes, je voudrais juste faire un pont avec ce que tu disais tout à l'heure sur ah oui, on ne peut pas aller dans les tribunaux aujourd'hui sur le droit à l'alimentation. Et ça m'a fait tilt quand tu disais ça, sur la conquête de certains droits, notamment des droits fondamentaux. Eh bien, ça ne s'est pas passé dans des tribunaux au début publics, en fait. Ça s'est passé dans des tribunaux populaires. Et quand on voit aujourd'hui les décisions qui sont prises par certains tribunaux sur du détournement de fonds publics, je me dis qu'on aurait vraiment besoin de tribunaux populaires pour avoir des jugements un peu plus cohérents et appliquer le droit véritablement. Et donc je pense que aussi c'est un truc qu'on peut tirer sur le droit à l'alimentation, d'organiser nos propres tribunaux pour mettre en avant nos plaidoyers et pouvoir dire en quoi le risque il est réel, il est imminent et c'est une responsabilité collective de s'en prémunir comme on l'a fait pour la santé. Il faut se bagarrer pour le conserver et de la même manière il faut qu'on ait cette conquête-là qui s'organise sur le droit à l'alimentation. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut déjà les applaudir. Alors, on a les facilitateurs et facilitatrices ont sélectionné 3 questions, donc je vais en poser une rapidement à chacun, chacune. Si vous voulez répondre à une autre, c'est aussi OK. Donc, Viviane, j'ai une question. Donc, il y a quelqu'un qui demande comment ne plus avoir honte sur cette question de l'alimentation. Ça, c'est compliqué. Comment ne plus avoir honte? On l'a toujours, la honte, quand on va réclamer à manger. Enfin, réclamer. Quand on veut bien vous en donner, parce qu'il faut présenter naturellement un reste à vivre. Si vous dépassez de 10 centimes ou 50 centimes le reste à vivre, vous pouvez crever la dalle, parce qu'on ne vous donnera rien. Donc la honte, elle est toujours là. Mais la honte, si vous faites quelque chose à côté, ne serait-ce que comme là, les jardins, vous n'avez plus honte de nourrir vos gosses. Vous n'avez plus la honte de dire « Moi, je vais chercher à manger, je vais tendre la main. » Non, vous n'avez plus la honte. Parce que vous faites quelque chose. Et si vous vous battez pour qu'on ait une alimentation digne et durable, vous l'aurez, votre fierté, vous l'aurez, votre dignité. Et c'est ce qui vous sauvera dans la vie. Merci Viviane. Une question pour Bénédicte. Donc on en a un peu parlé, mais est-ce que l'aide alimentaire, comme elle existe, elle empêche de développer un système durable pour nos politiques ? Pas du tout, puis ça fait aussi le pont avec ce que vient de dire Viviane en fait. Celui qui doit avoir honte, c'est celui qui confisque l'accès à la nourriture. Et ça, il faut vraiment se le rappeler tous les matins quand on se lève, en fait. Et là, pour le coup, c'est pas inverser la faute, c'est renvoyer la faute à celui qui en est responsable. Il y a des personnes qui peuvent agir. Si on était dans un moment où on ne pouvait pas agir, on aurait moins de colère, mais on a tout pour que ça se transforme en fait. C'est absolument pas juste et pas acceptable que les choix qui sont faits actuellement sur la gouvernance de nos pays, de mettre autant d'argent dans l'armement, dans certains événements publics, et pas pour que les gens aient accès à l'alimentation, pas pour l'éducation, pas pour les hôpitaux. Et du coup, je répondrai à la question sur l'aide alimentaire à travers cette citation et cet exemple autour du héros. Au moment de la crise sanitaire, on nous a demandé en fait d'aller à nos fenêtres pour applaudir nos héros, qui étaient nos soignants, qui étaient nos agriculteurs et qui étaient nos bénévoles. Boris Cyrulnik, qui travaille beaucoup sur les questions de résilience, entre autres, mais pas que, sur les neurosciences, etc., il dit qu'en fait, avoir besoin de héros dans une société en paix, c'est très mauvais signe, parce que le héros, il est là pour être sacrifié. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait applaudi nos héros à la demande de notre gouvernement ? Eh bien, en effet, c'est le sacrifice de nos hôpitaux et du métier de nos soignants, de nos agriculteurs et de nos bénévoles. Du coup, en fait, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, l'aide alimentaire,
oui, on en a profondément besoin parce que sans ces bénévoles-là, sans leur générosité, sans leur présence, on vivrait des violences énormes. On aurait des émeutes de la faim, on aurait des vols avec pillage, on vivrait tout ça. Donc nos bénévoles, en fait, ils maintiennent la paix sociale, ils font circuler une idée de justice et beaucoup de résistance en plus de faire ça, et c'est énorme. Ils font ça en effet de manière héroïque, et moi j'ai pas du tout envie qu'on les sacrifie, mais j'ai envie en fait qu'on puisse prendre la mesure de ce que cette résistance doit nous permettre de développer, et vous dire que du coup dans toutes les propositions là qu'on énumère, on est dans une période historique. Ça s'accélère en termes de propositions, de réactions sur les territoires. Et quelque part, en fait, cette accélération fait qu'on a le sentiment qu'en face, ça se durcit. Mais oui, ils se durcissent peut-être en réaction, mais si on objective, et on le fait dans nos travaux de recherche, tout ce qui se passe, on est plutôt dans une démarche, en fait, où on a toutes les raisons d'espérer et de croire les uns entre croire en nous, quoi. Merci beaucoup. Et donc, une dernière question avant de passer à vos petits mots de la fin. Benoît, donc peut-être aussi Viviane, tu pourras répondre, mais on demande combien de temps ça a mis à fonctionner, à se mettre en place en Plaid et Cagette 2 ans, 2 ans et demi. Tu veux répondre peut-être, Viviane? Micheline, ça a mis combien de temps à peu près? 3 ans. Ouais. Le premier bon de commande, c'est des adhérents en précarité qui ont fait le premier bon de commande avec le panier élémentaire. Le lait, la farine, le sucre, les fruits, les légumes, et le riz, et les pâtes. Et ça a mis 2 ans en Plaid et Cagette. Parce qu'en fait, c'est indépendant de la DIDA. Avant qu'on trouve les locaux, alors je vous dis pas les locaux au départ, t'es presque dans la rue. Et on a commencé avec même pas 1 tonne et on en est à 7 tonnes. Donc voilà. Et on a tout le temps qu'on négocie, le temps qu'on trouve un local, le temps qu'on trouve des cagettes, 2 ans. 2 ans bien tassés. Et surtout des bénévoles préparés. Parce qu'il faut surtout des bénévoles pour tout préparer. Il faut mettre en kilos, en 500 grammes, en 250 grammes. Vous voyez, c'est tout un truc. Et après, il faut les distribuer. C'est encore des bénévoles. C'est que des bénévoles. En fait, en Plaid et Cagette, on n'a que 4 salariés. C'est tout. Le reste, on se retrouve à une vingtaine à table, le lundi et le mardi. Mais il n'y a que 4 salariés. Le reste, c'est tous des bénévoles. On ne travaille qu'avec des bénévoles. Merci. Je vois qu'il y a 2 questions. Comme j'ai dit, il reste que 5 minutes et il faut qu'on conclue. Mais je vous propose que vous posiez vos questions ensuite, après la table ronde, et qu'on pourra en reparler. De quoi ? On pourra en reparler justement. Le but, c'est de reposer un peu les bases et les débuts des constats dans ce premier temps. Et il y aura d'autres moments dans le parcours et on pourra aussi échanger après cette table ronde parce que comme nos intervenants doivent ensuite partir, est-ce qu'on peut finir avec un petit mot de la fin, que chacun d'entre vous puisse dire qu'est-ce que selon vous on doit retenir en priorité, qu'est-ce qui est le plus important à retenir pour vous? Benoît, si tu veux commencer. Moi, je parlerais qu'au niveau local, on peut faire des choses. On a découvert qu'on pouvait faire des choses et des choses importantes, qu'on pouvait agir sur l'aliment, mais on pouvait agir aussi sur les façons de faire et que les choses changent petit à petit. Et que les bénévoles, les professionnels de l'action sociale, etc., finalement, ils ont envie aussi de changer des choses, eux. Et que finalement, ce qu'on a impulsé, la dynamique, elle leur va bien, pas tous, pas toutes, mais
quand même, il y en a beaucoup qui ont changé leur façon de faire et qui sont en attente de continuer. Donc voilà, c'est ça que ce sera un message d'espoir. Eh bien, moi, c'est vraiment cette idée que on est nombreux et que quand on est nombreux, on a beaucoup de puissance dans le pouvoir d'agir. Il faut vraiment se le rappeler et que ce pouvoir d'agir, il fait vraiment changer beaucoup de choses, beaucoup plus que l'illusion qu'on a autour du pouvoir d'achat. Donc voilà, ayez vraiment en tête que sur l'alimentation, ça passera pas par le pouvoir d'achat, mais par le pouvoir d'agir pour transformer les systèmes et qu'ils vous ressemblent. Ben moi, ça va être tout simple. Un pour tous et tous pour un. Eh ben merci. Merci beaucoup. Sur ce mot de la fin, bah, ouais, on a pu bien les applaudir. Merci pour avoir fait ce premier temps.